Bonjour, je suis ravi d'être là, effectivement, comme Arnaud. C'est toujours cool de voir du monde. Bon, tout le monde est masqué, mais voilà, j'espère que vous arriverez à sourire derrière les masques. Alors, quand on s'est mis à travailler et à préparer cette journée, surtout cette présentation, avec Arnaud et les équipes de la Paris Retail Week, on s'est dit, on sort à peine de pandémie, on sort d'une crise quand même qui a été mondiale. C'est peut-être l'occasion d'interroger les professionnels du retail dans le monde et de voir voilà, comment ils ont perçu cette crise, qu'est-ce qu'elle a changé. On l'a vu là précédemment, pour ceux qui étaient là, dans les chiffres de la FEVAD, on s'aperçoit quand même qu'il y a de gros changements dans la tête du consommateur. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ces 18 derniers mois. Donc voilà, l'idée c'était d'interroger les professionnels dans le monde. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En gros, à Vascommerce, c'est notre fonction de regarder ce qui se passe dans le monde. La création du réseau à Vascommerce, en fait, a pour objet de regarder les grands acteurs du commerce, donc bien entendu Amazon, Alibaba, Walmart, tous ces grands acteurs et tous ces grands changements pour essayer d'évangéliser et d'expliquer aux retailers dans le monde ce qui est en train de se passer. Alors, juste pour parler un peu de méthodo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé quasiment 200 professionnels dans le monde. Vous allez voir ce que ça donne dans plus de 30 pays. Alors, principalement donc, l'Amérique du Nord, l'Europe, une partie de l'Asie, et puis le reste du monde, un certain nombre de pays, notamment le Maghreb, l'Afrique, etc. La méthodo, vous le voyez là, hein, en gros, c'est une majorité des répondants ont plus de 36 ans. Et puis, vous avez la répartition, en fait, de la typologie d'entreprise et du nombre de salariés par entreprise interrogée. Alors, ce que cette période a changé, le premier point, ça, vous l'avez tous constaté, hein, c'est la peur. C'est-à-dire que tous les professionnels vous disent la peur, on l'a lu, on l'a vu dans le comportement des consommateurs. On a tendance un peu à oublier, on a tendance à s'habituer, mais la peur a été un élément clé, fondamental du changement de comportement des consommateurs. On s'aperçoit aussi que la plupart des retailers dans le monde vous disent en fait on a passé beaucoup de temps à mettre en place des mesures sanitaires, à s'occuper justement de toute une organisation pour rassurer le consommateur sur justement les gestes barrières et les mesures sanitaires. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Désolé. Un pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui, lui, alors ça, c'est aussi un point qui m'a beaucoup étonné, sachant que, comme vous voyez, finalement, le nombre de pays et le nombre de gens qui ont répondu, en gros, le pouvoir d'achat, lui, il n'a pas baissé. Ça, c'est aussi un élément important. C'est ce qui fait aussi la reprise telle qu'on la voit aujourd'hui. Hein. On voit bien qu'il y a une forte demande, même plutôt dans une période inflationniste, on voit bien qu'il y a une forte demande sur les matières et les produits. Alors, un d'un changement profond de paradigme. Alors, le point qu'on voit aussi au niveau mondial, et je pense que ce qui est très important, et ce salon, pour moi, il participe de cette tendance, il participe de ce nouveau paradigme et cette nouvelle façon d'aborder les consommateurs. C'est cette idée d'aller moins souvent en magasin. Ça ne veut pas dire que le magasin est mort, hein, certainement pas. Au contraire, le magasin, je pense qu'il a il y a plein de raisons d'espérer et plein de raisons de croire dans le magasin pour le futur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le conso, il ira peut-être moins en magasin. Il ira pour des raisons sans doute plus sérieuses, plus importantes. Il voudra du contact, il voudra de l'expérience, il voudra du conseil, il voudra des choses intéressantes. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une tendance globale à aller moins souvent en magasin. Il y a une accélération du commerce digital. Alors, ça aussi, alors, c'est vrai que quand on a une grosse partie de l'Asie dans les répondants, pour ceux qui sont allés en Asie, on voit à quel point le QR code, Alipay, enfin WeChat, tous ces grands acteurs du paiement mobile, en fait, ces super apps qui changent carrément la façon dont les gens consomment en Asie. Alors, c'est vrai que c'est une proportion d'Asiatiques assez forte dans le panel des répondants. Pour autant, on voit bien qu'il y a une accélération du commerce digital avec cette pandémie, que les consos qui ont eu peur d'aller en magasin se sont concentrés sur le canal digital et le commerce en ligne. Donc une régression du commerce physique, un bouleversement total et profond du commerce, c'est ce que vivent en tout cas les professionnels. Et voilà. Quand on regarde aussi la façon dont les professionnels du retail
réorientent leur budget, c'est-à-dire en gros où j'investis pour aller conquérir des clients, quels sont les canaux que j'utilise pour faire de la promo ou pour communiquer sur mon enseigne. On voit en fait que les canaux digitaux sont eux aussi en train d'augmenter. Bon, ça c'est pas une nouvelle, hein. Enfin, on le sait tous, mais on voit que quand même on est à 62% des répondants qui disent vouloir augmenter massivement les investissements sur les médias digitaux. Alors un coup d'arrêt à la mondialisation. Alors je l'aime bien celle-là, bon, c'est un point d'interrogation, hein. Mais on le voit aujourd'hui, nous au sein d'Havas Commerce, on a mené de nombreux baromètres, on en a fait 3 baromètres sur la France spécifiquement. Et on a vu un changement. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, si on revient un peu en arrière, la crise du Covid, elle a été attribuée au fameux pangolin et à la chauve-souris, et donc aussi à cette espèce de mondialisation, de pollution et de rapport à la nature un peu vicié. Donc en fait, c'est un peu la mondialisation qui a été accusée de cette pandémie, et on voit, ce n'est pas la seule raison, hein. On voit aussi que le confinement, le fait d'être plus ou moins enfermé, empêché d'aller consommer de façon libre et quotidienne, tout ça a créé en fait un mouvement de retour vers l'essentiel, de retour vers notamment la cuisine, bien manger, améliorer son quotidien, etc., etc. Je vous rappelle que on l'a vu en France, il y a un certain nombre de grandes villes en France, hein, qui sont passées sous pavillon écolo. Et en fait, l'écologie a fortement été poussée par ce qui s'est passé avec cette pandémie. Donc vous avez 93 des consommateurs qui veulent acheter plus local, qui veulent acheter bio, plus sain, des consommateurs qui font, bien entendu, qui veulent acheter en ligne, qui font moins d'achats, qui exigent en fait des engagements sur l'environnement, des engagements sur la qualité des produits, qui regardent bien entendu beaucoup plus avant d'acheter, donc qui vraiment commencent à s'intégrer et à s'intéresser encore plus sur la qualité de ce qu'ils achètent, et puis des consommateurs inquiets, mais ça on l'a vu tout à l'heure avec la peur. Alors, on ne va pas revenir en arrière, hein. Je ne suis pas en train de dire que les magasins vont disparaître, voilà, et qu'on va revenir tous chez nos producteurs, dans les petits magasins. C'est pas ça qui est en train de se passer, mais on voit bien qu'il y a une influence très forte dans le commerce traditionnel ou dans le commerce, dans les hyper, dans les grands malls tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a une influence en fait du local, il y a une influence justement de ce retour à l'essentiel. Alors je vous ai mis quelques exemples qui sont intéressants, mais notamment Ikea avec son Circular Hub par exemple, Uniqlo qui a créé un grand magasin dans lequel les petits artisans locaux ont un espace dans lequel ils peuvent évoluer, ils peuvent vendre des produits. Donc on voit bien qu'on essaie de créer ce mix entre finalement les grandes enseignes et puis des petits acteurs locaux. Des gens comme Farm Drop qui sont en train d'arriver et qui allient à la fois du e-commerce et des commerces locaux, c'est-à-dire en fait on vient vous livrer chez vous des courses de petits producteurs. Alors les professionnels du secteur, comment en fait ils envisagent le futur? Alors il y a un truc qui m'a marqué, c'est dans les questions qu'on a posées à tous ces professionnels, on leur a dit finalement quels sont les grands acteurs qui pour vous vont faire bouger les lignes et vont continuer à faire progresser le commerce, et surtout quels sont les gens que vous craignez ou en tout cas que vous voyez évoluer assez fortement dans le futur. Il y a 2 typologies d'acteurs, c'est quasiment revenu au niveau mondial chez tous les professionnels. Le premier, c'est que je les ai appelés les techno-natifs. Bon, alors là, pour le coup, vous n'allez pas être surpris, hein. C'est ces grands acteurs du digital qui justement disruptent le commerce par la digitalisation. Et puis, les discours natifs. C'est très intéressant de voir comment des gens comme Lidl, des gens comme Aldi, même Walmart, aujourd'hui, font partie parce qu'ils ont des engagements sur les prix qui sont très forts, qui sont historiques, avec un mix et une cohérence dans la façon de promouvoir ce positionnement qui est très pertinent, très consistant. Et on voit que c'est les 2 typologies d'acteurs qui, au niveau mondial, sont perçus comme ceux qui feront demain la tendance. C'est assez intéressant de voir vraiment ce mix entre Aldi ou Lidl, qui ne sont pas les meilleurs en digital aujourd'hui, mais qui s'engagent très fortement sur le prix, et puis des acteurs comme Amazon et Alibaba. L'omnicanalité. Alors, je pense qu'on est vraiment au cœur du salon et au cœur de l'omnicanalité aujourd'hui, mais
on va dire qu'on est rentré vraiment dans la phase où la mise en place de l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus opérationnelle et c'est elle qui va présider, je pense, à une grande partie des innovations du futur. Donc un professionnel sur 3 estime que faciliter les achats en ligne est un atout efficace pour développer le chiffre, bien entendu. Et puis 47% des commerçants déclarent que la livraison, le click and collect et le drive vont devenir le futur de leur entreprise. Acheter partout, tout le temps. Alors, on a posé en fait la question du e-commerce, du m-commerce, du mobile, du s-commerce, donc du social, du live streaming, savoir comment les professionnels du monde entier perçoivent ces évolutions, ces technologies, est-ce qu'ils pensent qu'elles ont de l'avenir. Et on voit que dans tous les cas, dans ces 4 catégories-là, ils voient effectivement une émergence et une progression de ces canaux de distribution et ces canaux de commercialisation. On le voit avec le live shopping. Hein. Je pense que tout le monde est au courant ici. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer un peu partout. Ça explose, bien entendu, en Asie. Et on voit bien que par effet de capillarité, ça commence à venir en Europe et aux États-Unis. Acheter, retirer, retourner sans contrainte. Ça aussi, c'est un élément clé. Alors, c'est pas parce que le patron de la NRF est là d'ailleurs, mais je trouve que le cas de Walmart est absolument passionnant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Walmart a mené vraiment une refonte et une transformation du modèle click and mortar qui est absolument génial. Pas oublier que Walmart, tous les matins, ils ouvrent les magasins en face d'une initiative Amazon. Donc Amazon Go Grocery, enfin toutes les initiatives d'Amazon en termes de points de vente, Walmart les voit tous les matins, chaque fois qu'ils ouvrent un magasin aux États-Unis. Et donc ils ont mené vraiment un vrai changement de modèle dans leur magasin avec des choses assez simples, assez pragmatiques, notamment cette solution Mobile Express qui permet de faire des retours et de retourner ces produits assez facilement dans les magasins, tout ça grâce au mobile. Donc voilà, 38% des professionnels du commerce qui déclarent avoir mis en place un système plus souple pour le retour des achats notamment. La rapidité de livraison. Alors, je ne sais pas si pour certains vous avez pris le métro ce matin, mais il y a un acteur, il y a un acteur en affichage 4x3 dans le métro aujourd'hui qui communique sur la livraison en moins de 15 minutes. Alors il y a des mentions légales, mais on voit bien que il y a un certain nombre de conditions suspensives, mais on voit qu'il y a une accélération en fait des délais de livraison. Aujourd'hui, on est sur des engagements quand même très forts, puisqu'on est sur les 15 minutes, donc c'est très très court. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais en tout cas, il y a une escalade et une inflation de la réduction du temps de livraison. Alors, qu'est-ce que la crise a changé dans votre rapport et dans votre approche logistique ? Développer l'omnicanalité. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Développer des partenariats pour renforcer mes capacités logistiques. Je pense qu'encore une fois, on est dans le salon où ça peut se faire. Énormément d'acteurs ici qui sont spécialisés là-dedans et on voit bien la dynamique autour de ces solutions. Développer des méthodes alternatives pour la livraison. Pareil, toujours pareil, au niveau mondial, on voit que tous les acteurs aujourd'hui, à près de 40%, cherchent des solutions pour livrer plus rapidement et moins cher. Réfléchir à une nouvelle localisation des entrepôts pour mieux répondre aux commandes en ligne. Ça aussi, ça participe de l'évolution du quick commerce en général. C'est comment je crée des espaces et des points de vente, ce qu'on appelle des dark shops, un peu partout pour faire en sorte de pouvoir livrer mes clients le plus rapidement possible. C'est un des avantages aujourd'hui de Walmart. Quand on a tendance à enterrer Walmart, il ne faut pas perdre de vue que Walmart a 90% de ses points de vente à moins de 16 km des Américains. Donc, il couvre extrêmement bien les États-Unis. Renforcer la livraison du dernier kilomètre. Bon, et rien de tout cela, mais ça, on a compris. Donc ça, c'est la même diapo. Vers un commerce sans couture et sans contact. Alors là aussi, il y a une chose qui a été pareil, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. Pour ceux qui sont allés en Asie, vous avez vu à quel point le QR code est utilisé partout, à tel point que vous avez des centres de domicile fixes en Asie, en Chine, j'ai vu ça à Shanghai, qui sont avec un QR code pour faire la quête, et les gens viennent scanner le QR code pour leur donner un peu d'argent. Donc il y a un usage, un abus du QR code aux États-Unis, en Asie, qui est total. Et on voit qu'aujourd'hui, le QR code, ce qui paraissait un peu compliqué jusqu'ici, parce que ce n'est pas forcément une technologie qu'on utilisait beaucoup, voilà, aujourd'hui, quand vous êtes au resto, vous êtes obligé quasiment de scanner un QR code pour voir le menu. Donc, 79% des professionnels qui déclarent que leurs clients utilisent bien entendu de plus en plus le paiement sans contact et le QR code.
Des investissements qui vont dans le sens de la digitalisation, donc 52% des commerçants qui ont revu à la hausse leurs investissements pour développer des solutions de paiement. Et puis des commerçants qui ont augmenté leurs investissements dans la digitalisation du point de vente. Là aussi, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer. Je vous invite à regarder ce qu'a fait Walmart sur chacun de ces rayons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les points de vente Walmart sont à peu près illimités. Vous avez à l'entrée de chaque rayon des énormes écrans qui, au rayon jouets, par exemple, vous donnent un choix absolument monstrueux parce que le choix demain, la quantité du choix, l'énormité du choix sera un critère de fréquentation d'une enseigne. Des nouveaux outils digitaux pour fluidifier les parcours d'achat. Je ne sais pas si vous avez suivi, hein, donc il y a Amazon Go qui permet, en scannant un QR code, de rentrer dans les magasins. Là maintenant, on a quasiment la reconnaissance de votre empreinte, de votre main, qui vous permet de rentrer dans le magasin et de connecter directement votre main à un compte Amazon. Et puis, ce qu'est en train de faire Walmart, encore une fois, qui est toujours très intéressant, c'est un outil de modélisation des corps. Voilà, et donc vous pouvez commander directement chez vous un produit à votre taille, sans forcément aller en magasin. Vous avez une redéfinition du rôle du magasin. Ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête. Encore une fois, le magasin n'est pas mort, le magasin, il va évoluer. Il va devoir s'enrichir. Il va devoir s'enrichir de fonctions, de services, d'expériences, de facilitation, de tout un tas de choses aujourd'hui qui n'existent pas et qui sont en train de se mettre en place. Alors, ça se fait beaucoup en Asie parce qu'encore une fois, vous avez une majorité des consommateurs aujourd'hui qui utilisent le QR code. Tout doit passer par le mobile ou presque. Des acteurs comme Alibaba aujourd'hui s'attaquent au commerce traditionnel. Vous avez un programme qui s'appelle Taobao Rural qui consiste à apporter la technologie la plus pointue du groupe Alibaba dans les provinces les plus reculées de la Chine. Donc là, vous avez par exemple Burberry qui a créé un magasin dédié à l'expérience digitale avec la possibilité de partager et de créer du contenu quasiment incroyable et social à l'intérieur du magasin. Donc dans l'ère post-magasin, tout misé sur l'UX, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, hein, vous avez beaucoup d'acteurs qui sont là aujourd'hui autour de ça, c'est comment finalement je reconstruis l'UX de mon magasin au travers et grâce à la technologie. Alors, si vous avez l'occasion de regarder le magasin HypoFresh d'Alibaba, qui est assez intéressant. Donc moi, j'ai eu la chance de le visiter à Hangzhou, en fait, proche du siège social d'Alibaba. C'est un magasin qui est entièrement connecté, donc bien entendu, étiquette connectée, QR code, paiement avec reconnaissance faciale, etc., etc. Et puis, c'est un magasin aussi où vous scannez tous les produits que vous voulez acheter et on va vous les livrer chez vous directement avec une rapidité de livraison qui est absolument incroyable. La data, le point aussi très important, alors peut-être que j'enfonce un clou pour pas mal d'entre vous, mais on voit aujourd'hui dans les technologies sur lesquelles vous allez être amenés à investir, la plupart des professionnels dans le monde vous parlent de la data. Pourquoi ? Parce que la data, c'est le CRM, c'est pas le CRM, la data c'est le CRM, mais c'est surtout le carburant du e-commerce. Ça, tout le monde le sait, mais ça va être aussi... Et ça doit être aussi le carburant des commerces traditionnels. Le magasin sans caisse, le QR code, la géolocalisation, la livraison automatisée, la réalité augmentée, le paiement biométrique, les super apps, les véhicules autonomes. Donc on voit qu'en fait, vous avez là devant vous finalement, non pas le menu, mais le plan de bataille des e-commerçants et des commerçants dans le monde, c'est-à-dire en gros ce à quoi ils croient, ce sur quoi ils vont investir demain pour améliorer l'expérience et améliorer leur vente. Bon, ça, c'est quelques exemples qui montrent que vous avez énormément d'acteurs aujourd'hui qui commencent à intégrer la data. Clairement, quand vous prenez une boîte comme Alibaba, aujourd'hui, Alibaba, c'est une boîte de data. C'est essentiellement de la data. C'est une marketplace qui ne cherche à mettre en connexion les vendeurs et les acheteurs, de proposer tout un tas de services grâce à l'analyse des data, mais c'est essentiellement un acteur de la data. Le prix, qui reste un pilier du commerce. On en parlait tout à l'heure avec les discounts natifs, en fait, Aldi, Lidl, etc. Donc 88% des commerçants au niveau mondial positionnent en 3e place le prix dans les priorités des consommateurs. Et puis 41% estiment que c'est encore
le premier argument aujourd'hui pour faire venir des gens en magasin et faire du business. Voilà, si je devais résumer cette étude en 7 points, la peur, je ne sais pas si c'est bien ou mal, je ne vais pas juger, mais il y a un truc évident, c'est que la peur a largement accéléré la mise en place d'un certain nombre de produits, de technologies dans le monde. Voilà. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? J'en sais rien, mais enfin, toujours est-il que tous les commerçants dans le monde ont vu la peur dans les yeux de leurs clients. Le quick commerce, c'est-à-dire l'accélération de la livraison partout. Je pense qu'on va vers un monde où finalement la livraison va devenir la norme. Je pense que pour pas mal de produits, la livraison va devenir la norme. Il y a un graphique que je n'ai pas mis là, mais qui est assez intéressant, que vous pouvez trouver sur Internet, où on voit l'augmentation du chiffre d'affaires et des ventes d'Amazon en fonction de la réduction des délais de livraison. On s'aperçoit que plus Amazon, dans le temps, s'est engagé sur la réduction des délais, plus le chiffre d'affaires avait progressé. Le prix, ça va rester un fondamental. Ça va rester encore un fondamental pendant quelques années, hein, puisque encore une fois, on est rentré dans une période plutôt inflationniste. C'est pas plutôt, carrément inflationniste. Et donc, les consos vont être très, très vigilants sur la qualité du prix. Le bio, le sain, le local. Moi, j'y vois plutôt plein de bonnes vertus, c'est-à-dire une consommation plus responsable, un choix plus responsable, la volonté peut-être aussi d'acheter localement, ce qu'on a appelé la consommation souveraine. Je pense que c'est un point clé. On le verra, à mon avis, dans l'élection présidentielle. Ça va faire partie des thèmes qui seront importants, je pense. La livraison, on en a parlé. Le magasin, pour moi, il est à réinventer. Je pense qu'il y a pour moi, il y a un chantier qui est absolument incroyable et très enthousiasmant. C'est quoi le magasin de demain? Je pense que catégorie par catégorie, en fonction du niveau d'implication du consommateur dans l'achat d'un produit, je pense que voilà, les achats utilitaires, fonctionnels, je ne suis pas sûr que le magasin arrive à se réinventer suffisamment pour que les consommateurs continuent à venir pour acheter ce genre de produits. Par contre, je pense qu'il y a tout un tas de produits sur lesquels il y a une expérience à réinventer. Il y a plein de choses à faire pour donner aux clients l'envie de venir en magasin et de revenir en magasin. Et puis la data, comme je disais, voilà, c'est le carburant du e-commerce mondial. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bon salon et une bonne journée.